Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, il est 9 heures. Nous sommes dans les temps. Alors, ce matin, c'est Marjorie Bourse et Dominique Roland qui vont nous faire une présentation sur les aides et solutions existantes pour préserver votre entreprise. Donc, je vais leur laisser la main et je les remercie d'avance pour leur présentation. Alors, juste vous rappeler quelques consignes avant ça. Donc, la vidéo est enregistrée. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez un petit onglet en bas converser. Donc, vous pouvez mettre vos questions dedans si vous n'avez pas de micro, ou même en attendant que Marjorie et Monsieur Roland Dominique fassent leur présentation. Et après, on posera les questions au fur et à mesure et à la fin, on pourra faire un temps d'échange. Si ça vous convient à tous, n'hésitez pas. Vous pouvez vous servir. Je vous mets un petit mot dans le chat. Et je laisse la parole à Marjorie, ou je ne sais pas qui c'est qui commence. Oui, je vais démarrer. C'est bon. C'est bon pour toi, Solène, on y va? Oui, on y va. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, effectivement, on va vous présenter les différents dispositifs qui sont encore accessibles suite effectivement à cette crise de coronavirus. Et Monsieur Roland va vous présenter également les dispositifs, on va dire, plus réglementaires et surtout sur la prévention des entreprises. Donc, moi, je suis Marjorie Bourse, je suis conseillère à la CCI Nice Côte d'Azur et j'ai une spécialité, c'est que je m'occupe essentiellement des entreprises en difficulté, l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc, voilà ce qu'on va vous présenter, les mesures et les aides encore disponibles, et ensuite tout ce qui est outils de prévention et traitement des difficultés. Alors, un petit mot sur l'association ACTI que représente Monsieur Roland. Donc, je vais vous laisser la parole à Monsieur Roland pour présenter cette slide et je reprendrai après. Oui, bien, bonjour à tous. Oui, simplement 2 mots sur l'ECTI, qui est une association de seniors qui intervient sur toute la France. On est localisé par région, donc c'est la Côte d'Azur à ce jour. Et donc, on est une association de seniors qui avons eu tous une carrière dans les entreprises et avec des statuts et des compétences qui sont variées et qui tentent d'aider les entreprises de la création et malheureusement jusqu'à les opérations liées à des entreprises en difficulté. Donc, pour ça, donc, on est directement impliqué avec l'entreprise. Nos interventions sont faites donc par des bénévoles. Il n'y a pas d'honoraires, sauf ceux associés à la gestion de notre association. Donc, c'est des coûts tout à fait minimes. Et on essaie donc d'accompagner au mieux les entreprises du début à la fin, malheureusement. Donc, moi-même, je suis expert comptable et j'ai été juge dans un tribunal de commerce en région parisienne. Et donc, je continue d'intervenir sur la Côte d'Azur. Voilà en 2 mots un petit peu l'association ECTI. Merci. Alors, voilà, je vais vous présenter les mesures. Donc, celle qui est sortie récemment, donc la semaine dernière, sur le renforcement des dispositifs, mais pour les entreprises qui sont impactées par les nouvelles restrictions. Les prêts et avances remboursables, on va faire un petit point sur le plan tourisme et les aides de la région. Donc, sur le renforcement des dispositifs pour les entreprises qui ont du coup dû refermer ou pour celles dont les activités sont impactées par soit la jauge des 1000 personnes ou les fermetures pour les bars. Donc, on a un renforcement du volet 1 du fonds de solidarité, donc avec une prise en charge pour celles qui doivent être fermées administrativement de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros. On est bien sur la perte de chiffre d'affaires sur la durée de fermeture. Pour les autres activités, donc ce qu'ils ont donné, donc les S1 et S1 bis, donc en gros, c'est bars et les activités qui sont limitées par la jauge des 1000 personnes, on va prendre en compte les 80% de la perte de chiffre d'affaires et le fonds de solidarité pour intervenir jusqu'à 10 000 euros dans la limite de 60% du chiffre d'affaires. Pour les autres activités qui sont liées au tourisme au sens large, donc sport, culture, événementiel, on reste sur les 1 500 euros par mois pour une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% et jusqu'à la fin de l'année. Donc, les modalités, c'est toujours pareil, c'est sur le site du gouvernement, donc de se connecter avec son compte particulier pour en faire la demande.
Ensuite, les autres dispositifs qui ont été mis en place, c'est l'activité partielle. Donc, pour ces entreprises qui doivent fermer ou qui ont des restrictions horaires, la prise en charge est à 100%, donc comme pendant le confinement. Et prise en charge de 84% quand le salaire net est jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Si on est sur du SMIC, c'est 100%. Pour les autres activités, l'activité partielle est toujours possible si vous êtes toujours dans le nombre d'heures autorisées, qui est à 1067 heures par an. Par contre, la prise en charge par l'État a été diminuée. Si on est sur l'activité partielle longue durée, c'est 60% de prise en charge. Pour l'activité partielle dite classique, on sera à 36% de prise en charge par l'État. Concernant les charges sociales, donc là, je vais vous donner quelques éléments et après, ça sera vraiment au cas par cas, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les charges sociales. Donc, pour les entreprises qui sont fermées toujours, ou qui font l'objet d'une restriction horaire, si on a une perte de chiffre d'affaires de 50%, il y aura une exonération des cotisations, mais pendant la durée de fermeture. Pour les autres entreprises, ça sera une remise de cotisation. Donc, c'est toujours pareil au cas par cas. Et pour les autres entreprises, il faut de toute façon faire les demandes via le site de l'URSSAF et pour tout ce qui est fiscal via le site des impôts, il y a des formulaires qui ont été mis en place spécifiques. Et là, il faut faire les demandes et voir si c'est accepté. Sur les autres entreprises, on est sur plutôt des échelonnements que des exonérations. Ensuite, sur les prêts et avances remboursables qui sont toujours disponibles, on a le prêt garanti par l'État. Donc, je rappelle, le prêt garanti par l'État, c'est vraiment un prêt bancaire. Donc, c'est votre banque qui vous accorde ou non ce prêt, qui est ensuite garanti par l'État. Et pour que la garantie se fasse, vous devez donc faire une demande à votre établissement bancaire et ensuite passer par BPI France pour faire le reste de la demande. Le montant, c'est 25% du chiffre d'affaires maximum. Et ensuite, les taux d'intérêt seront définis par les banques. On a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues vers nous parce que les banques ont refusé le PGE. Donc, sachez qu'il y a la possibilité de faire appel à la médiation du crédit. En cas de refus de votre établissement bancaire, vous pouvez toujours contacter la médiation du crédit. Donc, c'est la Banque de France qui va jouer le rôle de médiateur. Et en général, on arrive à trouver des solutions. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais si toutefois votre banque vous dit non pour le PGE, la médiation du crédit n'aboutit pas, on a un autre dispositif qui est mis en place par l'État également, qui permet de faire une demande de prêt toujours à hauteur de 25% du chiffre d'affaires par le CODEFI. Donc là, il faudra, le plus simple, c'est dans ces cas-là de nous contacter et on vous met en relation avec le CODEFI qui peut du coup intervenir dans ces cas-là. On a ensuite deux autres dispositifs, donc les avances remboursables ou prêts à taux bonifiés. Donc là, c'est pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Donc, c'est pour les entreprises qui n'auraient pas eu non plus le PGE ou le PGE n'aurait pas été suffisant. Donc, ça, les modalités, c'est toujours via BPI France ou là, c'est le CODEFI qui va intervenir également. Donc, celui-ci ou l'avance remboursable l'avance remboursable ou prêt à taux bonifié. Donc, vous avez les coordonnées du CODEFI, mais le plus simple, c'est de faire un point avec nous, comme ça on vérifie que vous rentrez bien dans les critères pour pouvoir faire la demande. Ensuite, on a les prêts participatifs exceptionnels. Donc là, on est pour les entreprises ou très petites entreprises de moins de 50 salariés. Donc, toujours pareil, il ne faut pas avoir eu le prêt garanti par l'État. Il faut pouvoir justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation. On ne doit pas être en procédure collective. Donc, on va voir derrière, effectivement, ça a son importance. Et il faut être à jour de ses obligations sociales, fiscales ou avoir eu un échéancier. Beaucoup d'entreprises me disent, mais oui, mais je suis en retard, j'ai fait un échéancier. Si vous avez un échéancier, vous n'êtes pas considéré comme étant en retard ou ayant une dette auprès de ces organismes-là, puisqu'il y a un échéancier qui a été mis en place. Donc là, toujours, c'est le CODEFI qui vous montrera le dispositif avec vous. Et les montants maximum, c'est de 10 000 à 50 000 euros. Ensuite, les aides de BPI. Donc, on a le prêt Atout qui est toujours disponible. Donc, pour les entreprises qui sont en activité depuis au moins 1 an, le montant, c'est de 50 000 à 5 millions d'euros. Et là, les durées d'amortissement, c'est de 3 à 5 ans avec un différé de 1 an. Donc, ça peut être intéressant. Le fait qu'ils aient mis des différés entre 18 mois et 1 an pour certains dispositifs, ça permet vraiment de permettre de refaire une trésorerie, de reprendre une activité pour ensuite rembourser les prêts.
On a également le prêt rebond, toujours pour les entreprises qui ont plus d'1 an d'activité. Le montant, c'est entre 10 000 et 300 000 euros. Donc, pas de garantie non plus sur le dirigeant. La durée d'amortissement, c'est de 7 ans. Et là, le différé de remboursement est de 2 ans. Donc, voilà, ça vous laisse encore plus le temps de vous refaire un peu en termes de trésorerie. Alors, pardon, je vais juste, avant d'enchaîner sur le plan tourisme, le fonds Covid résistance a été réabondé également. Donc ça, c'est un dispositif que vous pouvez aussi solliciter. C'est un prêt à taux zéro. Le montant maximum, il est de 7 000 euros. Et là, vous pouvez faire la demande directement sur le site de la région. Et ensuite, vous êtes recontacté par des conseillers pour vous aider à monter le dossier et passer en commission. Donc, ensuite, sur les activités du tourisme, on a donc le plan tourisme qui a été mis en place. J'en ai parlé tout à l'heure, donc avec le maintien de l'activité partielle pour ces activités-là. La prolongation du fonds de solidarité, on l'a vu également avec les différentes distinctions, hein, si les entreprises ont dû fermer ou pas fermer, ou s'il y a une restriction horaire. Avec effectivement le petit changement par rapport au confinement, c'est qu'avant c'était 10 salariés maximum, maintenant c'est 20 salariés maximum et le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros et plus seulement 1 500. Et là on est vraiment sur les activités tourisme, événementiel, sport et culture. Toujours par rapport au plan tourisme, le prêt garanti saison qui a été mis en place, qui est un peu plus adapté, on va dire, à l'activité touristique. Donc ça, c'est pareil. Si on a des refus des banques, on peut passer par la médiation du crédit. On a également le report des échéances de crédit qui peuvent être demandées. C'est-à-dire que vous pouvez faire la demande à votre banque pour arrêter de rembourser les prêts en cours et ne recommencer que dans 12 mois. Toujours pareil, s'il y a un refus de votre banque sans justificatif valable, on peut passer par la médiation du crédit également. Et le prêt tourisme, donc là qui est toujours d'actualité également, les montants c'est entre 50 000 et 2 millions d'euros, sans garantie sur l'entreprise ni caution du dirigeant. Le prêt il est entre 2 à 10 ans avec un taux fixe. Par contre, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut également que la banque vous prête un montant. Donc, si vous faites la demande pour 50 000 euros, il faut que vous ayez un accord de 50 000 euros de la banque ou un apport personnel de 50 000 euros. Donc là, il est un peu plus compliqué à mettre en place. Et donc, les dispositifs, la région sud, donc la région abonde le prêt rebond, hein, donc il faut le savoir. Donc, c'est aussi grâce à la région qu'on peut faire ce dispositif-là. Et on a la garantie, donc région sud garantie, qui vous permet d'obtenir sur un prêt bancaire 80% de garantie. Donc ça, je l'ai remis. On parle beaucoup du PGE parce qu'il est garanti à 100% par l'État. Mais si vous avez un refus de PGE, vous pouvez proposer à la banque de passer par la garantie bancaire de BPI France, de la région, pardon. Je vais y arriver. Donc ça c'est intéressant de savoir. J'ai barré le région sud défensif. Alors, ce n'est pas qu'il n'ait plus d'actualité, c'est simplement qu'il y a eu beaucoup de dossiers et que la prochaine commission devrait être en avril 2021. Donc, ça fait un petit peu long pour, si vous êtes dans un besoin immédiat d'attendre, mais sachez que c'est possible. Donc, c'est une subvention ou une avance remboursable qui peut être accordée aux entreprises. Donc là, il y a tout un dossier à monter. On peut vous accompagner dans le montage de ce dossier-là. Mais là, c'est vrai que les commissions, on sera sur avril 2021. Vous avez… il y a une question, Marjorie. Oui. Est-ce que vous voulez la donner, vous voulez la dicter vous-même ou est-ce que vous voulez que je la lise? Je ne sais pas si vous avez le micro. Non, apparemment. Donc, la question, c'est: mon activité dépend du recrutement dans le tourisme et je n'ai plus de mission depuis. Quid? C'est un peu les difficultés qu'on a. C'est vrai qu'ils ont défini certains codes d'activité et toutes les activités connexes aux activités liées au tourisme ne rentrent pas du coup dans les dispositifs. Donc, pour le fonds de solidarité, si vous n'avez pas le code d'activité qui correspond aux activités S1 et S1 bis, vous n'y aurez pas droit. Si vous n'êtes pas non plus sur une restriction de fermeture administrative, vous n'aurez pas le droit au fonds de solidarité. Par contre, les dispositifs PGE, le Covid résistance, le Covid résistance, les prêts que j'ai présentés de BPI sont toujours accessibles. On reste sur du prêt par contre. Ce ne sera pas de la subvention, malheureusement, on est sur du prêt.
C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tous ces prêts-là, ils sont entre 1 an et, on a vu certains 2 ans, de différé de remboursement, hein, qui permet normalement de réussir à relancer un petit peu l'activité. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Donc après, voilà, vous avez toujours notre site internet où on met régulièrement à jour les informations. Voilà, on essaye de modifier dès qu'on a des nouvelles informations sur les dispositifs et de vous tenir au courant via notre site internet. Donc là, je vais passer la main à Monsieur Roland pour la partie prévention et traitement des difficultés. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas ou on revient à la fin dessus, il n'y a pas de problème. Bien oui, donc pour revenir au sujet qui malheureusement concerne beaucoup d'entreprises dans la région, il faut bien considérer que les préalables sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement les causes de difficultés, elles sont le plus généralement liées à la trésorerie, évidemment. D'autant plus qu'avec cette période difficile, eh bien, on a accumulé des encours supplémentaires, parfois des dettes sur les prêts qu'on a évoqués tout à l'heure, et toute une série de difficultés. Donc, il est évident que l'anticipation reste le sujet le plus important, parce que quels que soient les éléments qui sont liés à ça, eh bien, il faudra donc être capable de donner des éléments de prévisionnel au niveau de sa trésorerie en particulier. Donc, si on peut passer donc effectivement les slides là suivants, il faut savoir que effectivement, il y a d'une part l'anticipation qui est liée à la prévision en elle-même et d'autre part tout ce qui peut servir d'appui et que l'on veut, dans une vue optimiste des choses, considérer comme important au niveau du tribunal de commerce, puisqu'il y a toute une série de procédures qui aident les entreprises. Alors là, on a un classement qui permet d'appréhender les deux types de procédures. Celles qui sont amiables, ce qui revient à dire que c'est le dirigeant lui-même qui essaie directement, avec l'appui du tribunal de commerce et une nomination d'un mandataire, d'un conciliateur, etc., qu'on verra un peu plus tard, qui essaie de trouver des accords. Et puis des procédures plus encadrées, qui sont celles de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation. Et en fait, elles s'adaptent suivant le niveau de difficulté des entreprises. Donc, on va donc pouvoir après regarder le rôle justement du tribunal de commerce, c'est qu'effectivement, eh bien, le tribunal, il n'est pas simplement, et le nom est toujours difficile à porter, il y a tribunal et juge, deux combinaisons qui sont parfois un petit peu inquiétantes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les tribunaux de commerce essaient d'inciter les gens à anticiper au maximum leurs difficultés et à venir les voir. Des réunions sont programmées souvent en ce moment par les tribunaux de commerce pour justement sensibiliser les entreprises qui sont en difficulté sur ces sujets-là. C'est important à double titre, évidemment pour la vie d'entreprise, mais parfois aussi pour le dirigeant, parce que le dirigeant peut être impliqué s'il n'a pas fait un certain nombre de choses liées à ces difficultés. Et ce sont des éléments importants, puisque la notion de cessation de paiement, qui est justement dont la définition suit, qualifie un petit peu ces éléments. On peut passer le slide suivant, je crois que c'est il y a un slide sur la cessation de paiement. Voilà, c'est l'impossibilité de faire face aux passifs exigibles avec son actif disponible. C'est relativement clair dans son principe, parfois plus difficile à appréhender, mais c'est celui qui va être utilisé pour choisir ou imposer une procédure collective avec le tribunal de commerce. Donc ça, c'est assez important de bien considérer. On reviendra là-dessus parce que c'est des éléments qui engagent le dirigeant également. Dès lors qu'il va rentrer dans une phase où il est susceptible d'être en cessation de paiement, il doit être vigilant justement pour anticiper cette cessation de paiement. Donc, l'anticipation est donc extrêmement importante. Donc après, on va, en application de ce principe, on a les procédures qui sont avant la cessation de paiement. Donc, c'est celles qui sont des procédures qui ont un caractère
amiables, qui sont quelque chose où le dirigeant est toujours impliqué directement, et c'est lui qui les gère en grande partie. Donc, ce sont les procédures de nomination d'un mandataire, les conciliations, une partie de la sauvegarde, et après, cessation de paiement si elle est déclarée, on rentre dans les procédures plus sévères parce qu'il y aura un administrateur qui sera impliqué en même temps que le dirigeant. Et c'est souvent sur des cas qui sont plus graves au niveau donc de la situation de l'entreprise. Donc, il faut bien distinguer ces deux choses. C'est un principe qui est important et qui conditionne en grande partie après le type de réaction que l'on doit avoir quand on rentre dans des phases difficiles. La prévention, c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit savoir le niveau de risque dans lequel on va rentrer avec ces problèmes de trésorerie qui sont essentiels et qui conditionnent toute la suite des modalités qui s'imposeront. Donc, c'est une nécessité tout à fait importante qui, en outre, dans le cadre particulier de cette période que nous venons de vivre, est extrêmement à évoluer parce que beaucoup d'entreprises ont bénéficié d'un certain nombre d'aides, directes ou indirectes, de financement, de reports, etc. On y reviendra là encore, qui remettent en cause leurs prévisions de trésorerie. Et de nouvelles échéances donc, sont à positionner dans le temps. Et ça devient extrêmement important parce que l'anticipation qu'on évoquait tout à l'heure, elle est bien conditionnée par ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on doit être capable maintenant de reprendre tous ces éléments d'exploitation traditionnelle et de repositionner toute une série de mesures d'accompagnement qui ont été mises en place pendant la période de confinement, qui continuent de se mettre en place et qui sont déterminantes pour la suite des discussions qui pourront être engagées soit avec le tribunal, soit avec des partenaires qui vont devenir extrêmement importants. Donc, cette capacité à repositionner ces éléments nouveaux deviennent tout à fait déterminants maintenant. Et cette anticipation, j'insiste beaucoup parce que les tribunaux l'attendent, parce qu'ils veulent des positions de trésorerie claires et ils veulent appréhender mieux les engagements futurs. Donc, un petit rappel derrière, c'est qu'effectivement, les nouveaux engagements que vous avez, c'est le slide suivant. Oui, juste ce que je voulais rajouter, excusez-moi, ce que je voulais rajouter, c'est que là, c'est important d'avoir un outil qui est le plan de trésorerie. Votre plan de trésorerie va vraiment vous permettre justement d'anticiper tout ça, et notamment si vous avez eu ces mesures-là, ça va changer beaucoup votre plan si vous en avez déjà un, mais voilà, c'est important de le mettre en place. Oui, donc les éléments sur ce prévisionnel en trésorerie qui pouvaient être faits de manière régulière par le passé, maintenant elles vont devoir être largement amendées par tous ces éléments. On en cite quelques-uns. Il y a le report des charges sociales, il y a tout ce qui a été reporté en accord avec des fournisseurs ou avec les propriétaires pour les loyers. On a avec les banques directement des rééchelonnements qui ont été accordées de 6 mois souvent, qui vont bientôt, si elles ont été demandées en mars, avril, vont tomber très prochainement. Il y a aussi les prêts garantis de l'État, les PGE, qu'on a également évoqués, pour lesquels des discussions vont devoir être engagées 1 an après leur attribution, avec soit donc des reports, un échéancier, un prêt qui va être de 3 à 5 ans, je crois, et puis ou un remboursement si effectivement il y a un retour à bonne fortune et qu'il y a une capacité de les rembourser. Et puis effectivement d'autres types de financements qui ont pu être accordés, dont certains ont été évoqués précédemment dans la présentation qui vient d'être faite. Donc tout ça, c'est cet élément-là qui a été évoqué, c'est-à-dire que le plan de trésorerie, ce prévisionnel, il faut le reprendre complètement et y positionner toutes ces nouvelles mesures. C'est déterminant. Ce sera d'abord au niveau des éléments qui vont permettre de bien appréhender la situation de notre trésorerie, de bien appréhender cette potentielle situation de cessation de paiement, puisque après, les procédures, au niveau donc du tribunal de commerce en particulier, vont devoir être agencées en fonction de ce prévisionnel. Donc, les procédures en elles-mêmes du tribunal sont
là, on peut l'important est effectivement de bien noter que cette notion de cessation de paiement est importante à identifier parce que c'est là où on aura positionné les nouveaux engagements. On pourra éventuellement confirmer les accords bancaires, valider la position d'autorité et puis projeter les flux qui ont été probablement modifiés compte tenu de la période et des difficultés du moment. Ce prévisionnel est une nécessité parce que c'est aussi un élément qui est directement communiqué au tribunal de commerce, qui va demander toutes ces positions et pour appréhender cette notion de cessation de paiement. Donc, les procédures là qui sont liées à ça, il y a un petit tableau qui suit. Voilà. Donc, vous voyez, on a évoqué en début les procédures amiables qui restent confidentielles. Ce sont des éléments qui, en accord avec le tribunal, eh bien, permettent de négocier des arrangements avec les tiers qui sont qui sont impliqués dans votre gestion. Donc, on va les détailler par la suite, mais vous voyez qu'il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des procédures dites amiables qui restent sous la responsabilité du dirigeant, qui est directement impliqué, qui choisit un petit peu ses mandataires, son conciliateur éventuellement, et d'autre part, les procédures qui sont collectives, où le rôle du tribunal est bien plus affirmé. Et donc, avec au milieu de tout ça, des procédures un petit peu mixtes qui sont les sauvegardes, sur lesquelles on reviendra aussi, qui font la transition entre une procédure qui n'a pas abouti, par exemple, comme la conciliation, et le redressement judiciaire, avec des plans de sauvegarde sur lesquels on reviendra également. Et vous voyez qu'un élément est signalé en même temps, c'est que cette notion de cessation de paiement conditionne pour partie les procédures. C'est-à-dire que s'il y a cessation de paiement, il est évident qu'une partie des procédures ne pourront pas être utilisées, puisqu'il y a cessation de paiement, c'est-à-dire que la difficulté est avérée. Et donc là, on rentre dans des procédures qui seront très encadrées. S'il n'y a pas cessation de paiement, au-delà des modalités sur les 45 jours avant, après, pour lesquelles on pourra revenir, mais qui permettent donc aux dirigeants de s'impliquer directement. Au-delà, l'implication donc du tribunal de commerce est plus forte, avec un administrateur et une cogestion qui se met en place, qui est quand même beaucoup plus lourde et parfois extrêmement importante. Et deux mots encore sur ce tableau-là, sur cette cessation de paiement qui conditionne, on l'a dit, les procédures, mais qui également engage le dirigeant. C'est-à-dire, s'il n'a pas été déclaré, il peut au tribunal, dans les procédures, dans sa succession d'étapes, être condamné parce qu'il n'a pas déclaré sa cessation de paiement. Il faut quand même être vigilant là-dessus. Et donc, ce sont des procédures qui peuvent être déclenchées par les juges au niveau du tribunal de commerce s'ils considèrent que rien n'a été fait au moment opportun et surtout que le dirigeant ne s'est pas directement impliqué pour déterminer qu'il était en cessation de paiement. Alors, c'est les difficultés qu'on rencontre assez souvent au tribunal de commerce, alors qu'on essaie de recevoir les entreprises le plus tôt possible. Elles traînent, elles redoutent d'aller au tribunal, ce qui fait que parfois leur situation s'aggrave et elles deviennent en cessation de paiement. Donc, je vous rappelle, la cessation de paiement, c'est l'élément déterminant, à savoir qu'on doit pouvoir payer tout son endettement court terme par toutes ses ressources court terme. Donc, c'est important et il faut anticiper et à chaque fois. La dette court terme, c'est aussi les échéances des emprunts. On est bien d'accord. Hein. Quand elles vont tomber, quand justement toutes les procédures qui ont été mises en place pour soutenir les entreprises, eh bien, de nouvelles échéances arrivent. Il faut les indiquer. Quand elles tomberont, elles rentreront dans les éléments de calcul de la cessation de paiement. Donc, vous voyez qu'il y a là un élément tout à fait important. Alors, pour décrire un peu plus en détail maintenant les différentes procédures, le mandat ad hoc, c'est effectivement quelque chose d'assez ponctuel qui permet aux dirigeants de se positionner, et il ne doit pas être en cessation de paiement, je le rappelle, se positionner s'il ne se sent pas capable de négocier avec certains tiers, eh bien de proposer un mandataire qui va l'aider à discuter justement pour négocier des échelonnements, obtenir des financements complémentaires, voire chercher un repreneur.
Et dans ce cas-là, il contribue donc à la remise à niveau de l'entreprise. Donc, c'est un relais qui se met entre le dirigeant, ce mandataire ad hoc qui a parfois une plus grande expérience, qui est quelqu'un qui est apprécié et connu du dirigeant, évidemment, et qui est agréé par le tribunal de commerce. La procédure, donc, en elle-même, eh bien, elle reste confidentielle, donc ça reste, on n'a pas de diffusion d'informations pour dire que l'entreprise est en difficulté. Il y a simplement un intermédiaire qui vient, qui aide dans les négociations. Donc ça, c'est l'élément important. Et ce peut être une étape qui s'avère souvent appréciée également des tribunaux, parce qu'on voit que le dirigeant a choisi de se faire aider et d'anticiper ses difficultés. Donc après, c'est la conciliation. La conciliation, c'est effectivement une étape supérieure. Les difficultés sont plus importantes. Elles peuvent avoir des caractères juridiques, financiers ou économiques. Là encore, c'est quelque chose qui dépend de l'entreprise et du secteur. L'encadrement, évidemment, est un peu plus formel, puisque le tribunal est plus directement et donne, et c'est ça l'intérêt, donne un délai de 5 mois pour qu'il y ait un accord qui soit mis en place entre l'entreprise et ses créanciers. Donc, sur les délais, les remises de dettes, les pénalités, etc. L'élément, c'est qu'effectivement, il ne faut pas, là encore, ce caractère de cessation de paiement est important parce qu'il faut le faire suffisamment tôt. L'avantage, évidemment, c'est que la procédure, là encore, elle reste confidentielle. Eh bien, les créanciers sont impliqués et peuvent donc se mettre d'accord avec l'entreprise et donc de favoriser la sortie de crise, qui est parfois l'intérêt partagé des fournisseurs, des banques et de l'entreprise. Donc, on est dans un cadre de conciliation, comme son nom l'indique, où il y a un accord possible entre donc, les créanciers et l'entreprise, et ça peut remettre, sauver l'entreprise d'une part, la remettre dans un ordre de marche important, puisque là aussi, elle peut négocier des délais en direct donc avec ses créanciers. Donc là, c'est aussi un élément qui est à l'initiative du dirigeant. Après, donc, on rentre dans les procédures dites de sauvegarde. Là, on n'est toujours pas en cessation de paiement, c'est important aussi. C'est une initiative aussi du dirigeant qui va au tribunal pour dire que je suis en difficulté et qui monte un dossier pour pouvoir justement bénéficier d'une protection, puisqu'on neutralise un certain nombre de choses pendant cette période d'observation de 6 mois, où la procédure va permettre de trouver des accords, de monter un projet qui va permettre à la fois dans le diagnostic de dire qu'il y a une pérennité possible de l'entreprise et de bien appréhender toutes les dettes et toute la situation exacte de l'entreprise. Et là, c'est un élément important parce que finalement, pendant cette période, l'entreprise, elle est un petit peu sous protection. Et au bout de cette étape d'observation, eh bien, un plan de sauvegarde donc, peut être mis en place qui permet d'étaler les dettes, et ça c'est extrêmement important évidemment, qui à la fois pendant la période d'observation ont été neutralisées, donc on n'a pas de risque qu'on soit immédiatement en difficulté puisqu'on est protégé par le tribunal et par cette période d'observation. Et ensuite, ça permet évidemment, donc il n'y a pas de sanction personnelle au niveau du dirigeant puisqu'il s'est impliqué en disant qu'il était en difficulté et les cautions ne sont pas appelées. Donc, vous voyez qu'on est la sauvegarde sur ce dossier. C'est un dossier qui est monté à l'initiative de l'entreprise. Et je rebondis aussi sur les éléments qu'on évoquait tout à l'heure sur le problème de la trésorerie. C'est qu'à ce stade, dans le dossier qui est présenté au tribunal, qui fera l'objet d'un travail du juge et d'un questionnement du juge pour dire si on rentre dans une procédure dite d'observation, eh bien là, tous les éléments de la trésorerie qu'on évoquait tout à l'heure doivent être présentés. Donc, c'est au jour de présentation du dossier que l'on doit dire la position de la trésorerie avec les banques, les accords qu'on a ou qu'on n'a pas, les éléments d'endettement qui sont annoncés, leur échéance. C'est-à-dire que là,
à la fois la situation du jour doit être clairement énoncée et les éléments, les prévisionnels des échéances futures également annoncés, pour que le juge ait tous les éléments pour dire qu'il y a un plan de sauvegarde qui peut être mis en œuvre et surtout d'ouvrir la période d'observation pour amender cet échéancier qui a été présenté, qui est celui du moment et qui pourra justement évoluer pour pallier cette période difficile. Et en particulier, des accords avec la banque sur un étalement long quand il y a des emprunts qui sont justement mis en place. Donc ça, c'est important de bien considérer que là encore, c'est à l'initiative du dirigeant qui justement peut engager cette procédure et d'être soutenu par le tribunal qui, à la fois, donc, apprécie qu'on le sollicite à ce niveau-là, permet de geler toute une période, pendant cette période d'observation, d'avoir un statu quo qui permet de réfléchir et d'avancer avec des solutions qui peuvent être des cessions, qui peuvent être toute une série d'opérations, puisqu'il y a un vrai diagnostic qui est engagé. Donc, et qui aboutira donc à ce plan, un plan de remboursement des dettes sur des durées longues, hein, donc suivant les éléments de 3 à 10 ans donc, qui pourront être mis en place. Donc, c'est important de bien considérer que là, le point clé, c'est que c'est à l'initiative du dirigeant. Et c'est un dossier à monter, et c'est un élément où il faut déclarer tous les éléments avec l'objectivité la plus forte sur sa trésorerie et ses prochaines échéances. Donc, j'insiste, c'est vraiment un élément déterminant à l'heure actuelle, compte tenu des nouvelles difficultés qui s'annoncent et justement de toutes ces échéances nouvelles qui vont arriver. Après, on rentre dans des procédures donc dites collectives qui ont un caractère plus encadré et là où on est en cessation de paiement. Hein. Donc là, il y a une nomination d'un administrateur qui co-gère, même parfois plus, avec le dirigeant toute cette réflexion, puisque là encore, il y a une période d'observation qui est de 6 mois, où on fait les éléments, si vous voulez, il est déjà évoqué, je n'y reviendrai pas, pendant la sauvegarde, c'est-à-dire ce diagnostic, cet inventaire, le gel des dettes, et on doit aboutir donc à un plan également de redressement. Donc là, la condition, c'est qu'effectivement, il faut avoir encore réagi suffisamment tôt, parce qu'on est dans une période où la cessation de paiement qui va être redéterminée à moins de 45 jours. Donc là encore, la vivacité du dirigeant à s'engager à donner ces éléments prévisionnels sont extrêmement importants. Le redressement, bon, c'est l'encadrement, si vous voulez, le plus fort, c'est-à-dire qu'effectivement, là, au-delà de la période de gel, il y a toute une série de choses qui permettent la continuité de l'activité. Les contrats ne peuvent pas être rompus, le paiement des salaires est garanti, etc. On est dans une phase, pendant cette période d'observation, où on est au maximum encadré et le tribunal soutient jusqu'à la définition de ce plan de redressement pour lequel il y aura eu accord avec les entreprises. Alors, ce sont des éléments qui sont importants. Au niveau de la sauvegarde qui précède éventuellement, c'est-à-dire qu'effectivement, la sauvegarde, aussi j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire qu'après, dans cette période de sauvegarde, on pouvait avoir des procédures dites accélérées, où il y a un accord uniquement sur les dettes financières. Tout ça, je ne reviendrai pas dans le détail, mais ce sont des éléments d'accompagnement qui sont importants et qui permettent de ne pas rentrer dans la procédure dite de redressement. Donc, tout ce qui est sauvegarde financière, sauvegarde accélérée, ce sont des mots qui couvrent une des conséquences de la sauvegarde dans un cadre un peu plus léger qui évite d'être en redressement judiciaire et parce qu'on est justement sur des éléments clairs au niveau de la cessation de paiement. Donc, après, juste un complément d'information sur le redressement judiciaire, donc c'est le slide suivant. L'administrateur présente avec, évidemment, puisqu'il a réfléchi, là la différence avec les autres procédures, c'est l'administrateur qui le présente au tribunal, un plan de redressement. Donc, qui comporte tous les éléments qui vont devoir être mis en place pour sauver l'entreprise. La restructuration en elle-même, évidemment la gestion des dettes, éventuellement la suppression d'emplois quand il faut effectivement
malheureusement licencié du personnel, et la tentative de cession de certains actifs pour justement récupérer la trésorerie. C'est important de considérer que l'administrateur judiciaire, lui, est dans l'optique d'aider l'entreprise à continuer de vivre. Donc, il est là pour aider à trouver une solution qui va permettre la continuité et ne pas entrer dans la liquidation, évidemment. Donc, c'est là où des solutions de partenariat, de reprise partielle d'actifs, etc., sont extrêmement importantes parce que si on n'aboutit pas à ce niveau-là, eh bien là, il n'y a pas d'autre solution que rentrer dans une procédure donc, de liquidation. Donc, vous voyez là qu'il y a effectivement une réflexion qui est à mener, une implication du tribunal qui est extrêmement forte pour justement présenter un plan qui est validé et qui donnera effectivement une perspective de redressement raisonnable et longue sur le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, les délais pourront être importants. Donc, vous voyez que là, on est dans la procédure importante, certes, mais qui doit aboutir, sinon c'est la liquidation pure et simple. Donc, on ne va pas revenir à la liquidation, malheureusement, c'est simple. Il y a une administration qui va s'occuper de vendre tous les actifs qui sont là. Donc, voilà. Alors, rappel aussi, puisque parfois il y a des confusions au niveau du vocabulaire, c'est mandataire ad hoc et conciliateur, c'est nommé par le président, certes, mais c'est sur les propositions du dirigeant. L'administrateur judiciaire, c'est également désigné par comme on l'a évoqué, par le tribunal de commerce, mais c'est celui qui va aider le dirigeant en difficulté, qu'on a évoqué également dans les plans de sauvegarde et de redressement. Le mandataire, lui, c'est quelqu'un qui est positionné tout au long de la procédure, de toute manière, mais qui est du côté des créanciers. C'est-à-dire qu'il va préserver les intérêts des créanciers. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, face à ça, il peut avoir un rôle pour éviter la liquidation ou pour tendre à la liquidation en fonction de la sensibilité qu'il a vis-à-vis des créanciers. Et en fait, dernier point, le juge commissaire, lui, c'est lui qui va considérer que les principes de bonne justice sont appliqués et qui va à tout moment servir d'intermédiaire entre tous ces administrateurs, ces mandataires et l'entreprise. Donc lui, il va avoir un rôle à la fin, juste pour dire que les procédures, enfin tout au long de la procédure, je m'excuse, pour dire que les procédures sont correctement appliquées et que l'ensemble donc de la procédure qui a été mise en place respecte la justice et les textes. Donc voilà, ça c'est important de bien, parce qu'il y a souvent des amalgames aux fonctions des noms de ces postes-là. Un dernier point aussi d'information qui sont aussi des mesures spéciales Covid, c'est-à-dire qu'on a, et c'est important de le signaler, les plans de redressement peuvent aller jusqu'à 12 ans, ce qui est énorme. Donc, c'est aussi un élément à appréhender. C'est une mesure spéciale Covid. C'est au tribunal d'apprécier si elles peuvent être mises en place. Autre point au niveau de l'entreprise, tout ce qui est lié aux mentions qui peuvent être sur le registre du commerce, etc., sont radiées après 1 an, si évidemment il est appliqué, c'est en accord avec le tribunal. Il y a toujours l'accès au marché public, ce qui était pas auparavant qui pouvait être interdit. Et puis, on donne un avantage à ceux qui vont apporter de l'argent frais, c'est-à-dire qui vont être capables de mettre des sous dans l'entreprise pour l'aider à passer ce cap difficile. Et sans être engagés à des cautions et des choses comme ça, donc ils peuvent apporter de l'argent et contribuer dans des conditions un peu privilégiées à la sauvegarde de l'entreprise. Donc voilà les éléments qui sont importants d'être évoqués sur ces procédures, sachant que effectivement, là, on en revient toujours à ça, cette notion d'anticipation qui s'avère extrêmement importante et où le dirigeant doit maintenant, puisque des échéances arrivent pour toutes les entreprises qui ont été en difficulté et qui ont été malheureusement
en difficulté à cause de cette période et encore à cause de cette période de pandémie, il est évident que là, l'actualisation de ces prévisions devient déterminante parce que c'est ces prévisions-là qui vont pouvoir lui donner des indications pour les mesures à prendre, l'urgence de ces mesures et la sollicitation ou pas des organes comme les tribunaux de commerce qui peuvent aider justement à passer ces caps difficiles et puis choisir aussi les modes, si vous voulez, de financement qui ont été évoqués tout à l'heure, qui peuvent être en complément mis en œuvre. Donc, l'actualisation de tout ce prévisionnel de trésorerie est, selon moi, déterminant à l'heure actuelle, et même les tribunaux de commerce qui reçoivent les entreprises en difficulté posent la question essentielle: où en est votre trésorerie à l'heure actuelle? Où en sont vos échéances, nouvelles et antérieures? C'est un élément déterminant, quelle que soit la taille de l'entreprise, de la petite à la plus grande. Voilà, en quelques mots, résumer les éléments sur lesquels il est important d'être vigilant à l'heure actuelle et pour lesquels donc toutes des mesures doivent être mises en place et que l'entreprise doit être extrêmement réactive à l'heure actuelle. Donc voilà, maintenant des questions peuvent être posées naturellement et tous les accompagnements qui peuvent être mis en œuvre derrière. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais vous présenter un petit peu l'accompagnement de la Chambre de commerce sur les entreprises en difficulté. Donc, nous, on s'est positionné sur 3 axes. Donc, la prévention. Donc, déjà, avec un autodiagnostic que vous pouvez faire sur notre site Internet qui va vous permettre de vérifier où en est votre entreprise. Les questions qu'on vous pose, on ne vous demande pas de chiffres. Hein, c'est vraiment, est-ce que vous êtes en bonne relation avec le banquier? Est-ce que vous êtes débiteur, créditeur? Est-ce que vous avez des dettes fournisseurs? Est-ce que vos clients vous doivent de l'argent? Parce que ces types de questions-là qui nous permettent de définir effectivement le niveau d'entreprise. L'autodiagnostic peut être confidentiel, enfin il est confidentiel à la base. Si vous souhaitez être contacté, vous laissez vos coordonnées à la fin. Mais voilà, si vous souhaitez qu'il reste confidentiel, il n'y a pas d'obligation de laisser vos coordonnées. Donc on fait ce type d'information et de formation pour vous donner les clés et les informations sur les procédures et ce qu'il faut faire. Le deuxième axe, c'est sur le traitement des difficultés. Donc là, on propose des rendez-vous avec les conseillers CCI. En fonction de la situation, on va vous réorienter sur les dispositifs, donc notamment le CIP 06, qui est une association qui permet de recevoir les chefs d'entreprise avec avocats, experts comptables, chambre consulaire, pour faire le point justement sur votre situation. Et pardon, j'ai oublié, et un ancien juge du tribunal de commerce. L'objectif de ce CIP, de ces réunions dans le cadre du CIP, c'est de pouvoir vous dire par rapport à la situation de l'entreprise, quelle est la meilleure procédure à mettre en place. Ou peut-être qu'il n'y a pas de procédure à mettre en place parce que vous êtes venu déjà suffisamment tôt et qu'on veut simplement négocier. On n'a pas parlé d'un dispositif qui s'appelle la commission des chefs des services financiers qui permet d'étaler les dettes fiscales et sociales sur 12 mois, voire 24 mois dans certains cas. Donc, par exemple, ça peut être simplement ces choses à mettre en place dans l'entreprise qui vont vous permettre de passer un cap sans forcément partir sur les procédures. Mais en tout cas, le CIP, il est là pour vous orienter et vous dire un petit peu quelles sont les solutions que vous pouvez avoir et mettre en place. On s'appuie également sur tout type d'associations, donc ECTI et G, le groupement de prévention agréé. On a également l'association Apaisin qui est là plus sur un soutien psychologique des dirigeants parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'est essentiel de vous accompagner. Un temps où on traite les difficultés de l'entreprise, mais il faut aussi traiter le dirigeant qui parfois se sent pas bien et se sent seul face à ces situations-là. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter. Et le troisième point, c'est sur le rebond du dirigeant. Donc là, on a le rebond de l'entreprise et du dirigeant. On a vraiment axé sur ces 2 points-là. Donc avec, pour l'entreprise, l'accompagnement et le conseil avec les services de la chambre de commerce ou éventuellement un plan de transition. Et pour le dirigeant, c'est vous mettre en relation toujours avec les associations avec lesquelles on travaille, donc notamment 60 000 rebonds, qui est là pour accompagner les dirigeants qui auraient effectivement eu une liquidation judiciaire pour soit rebondir sur une activité salariée, ce qui n'est pas toujours évident quand on a été chef d'entreprise, soit pour recréer une entreprise où là, on peut vous accompagner. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Donc, vraiment sur la prévention des difficultés, de vraiment venir en amont. N'hésitez pas à solliciter les partenaires et poser des questions.
Voilà, en gros, vous n'êtes pas seul face à tout ça. Sachez qu'il y a encore des dispositifs à mettre en place pour effectivement passer ce cap difficile et que voilà, vous avez les organismes pour vous accompagner pour tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, il y a une question de Michel. Est-ce que ces accompagnements CCI sont payants? Non, pas du tout. L'accompagnement CCI sur les difficultés des entreprises de prévention est complètement gratuit. Super. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour ceux qui n'auraient éventuellement pas de micro à les écrire dans le chat et sinon à prendre la parole maintenant pour échanger avec les deux orateurs que nous avons. Allez-y, Michel. Bonjour. Bonjour. Et qui doit-on contacter pour ces accompagnements? Vous l'avez peut-être dit, mais c'est vous directement ou... Alors, sur on va dire l'accompagnement individuel et rendez-vous individuels, c'est la chambre de commerce. Après, l'association Acti peut vous accompagner si vous êtes plus sur la prévention, hein, sur effectivement comment restructurer l'entreprise, ces choses-là. Alors, je laisse peut-être Dominique répondre. Nous, on est vraiment sur l'information, savoir où vous en êtes et pouvoir vous orienter. Si après, on doit aller un peu plus loin, on vous renverra vers l'association Acti. Là, je parlais essentiellement justement de la CCI. Oui. Il faut contacter la CCI, mais la CCI, c'est grand. Qui doit-on contacter? Le numéro qui est à l'écran là, donc le 04 93 13 75 73. Donc ça, c'est le numéro dédié. Et derrière, les personnes prennent vos coordonnées et moi, je vous recontacte. Oui, juste pour répondre au niveau de l'ECTI également. C'est-à-dire que notre rôle, nous, c'est effectivement d'accompagner. C'est-à-dire qu'on a tous été, puisque le profil des seniors ont été, donc, pour certains d'entre eux, donc, dirigeants d'entreprise ou consultants, donc ils sont à même d'aider, à quel que soit le moment où la difficulté est identifiée aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été amené malheureusement à en accompagner au tribunal de commerce, à monter le dossier en appui avec justement pour des entreprises qui sont parfois où il y a des retards dans la comptabilité, où il y a une difficulté du dirigeant, et bien de l'accompagner et de monter avec eux le dossier et de le présenter au tribunal. Ça, c'est l'appui qu'on peut directement donner, qui est une forme d'accompagnement, une sorte de coaching quelque part, où on va prendre des éléments d'information et on discute et on propose également un certain nombre de choses pour aider l'entreprise. Et malheureusement, si on doit l'accompagner au tribunal, on l'accompagnera. C'est important. Après, c'est le tribunal qui décide, évidemment. Mais tout le montage des dossiers, évidemment, on y participe également. On est effectivement complémentaires. On va dire que le point d'entrée, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, c'est la chambre de commerce. Et en fonction de ce qu'on va vous dire, on pourra vous réorienter sur l'association Acti pour aller plus loin dans l'accompagnement et, comme l'a dit M. Roland, le coaching du dirigeant par rapport à ça. Merci Marjorie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je vois des têtes bouger. Bon, bah alors, si vous n'avez plus d'autres questions, merci à vous d'avoir participé ce matin. Si entre-temps, vous avez des questions qui vous reviennent, vous avez l'adresse mail où vous pouvez envoyer vos questions éventuelles, ou vous pouvez me les envoyer à moi, je transférerai à Marjorie également. Les deux options sont possibles, donc n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter, à solliciter la CCI, c'est hyper important pour toutes vos questions au quotidien. Oui, juste un mot également, c'est que là, en tant qu'ancien juge au tribunal de commerce, c'est également très important d'anticiper et de les solliciter le plus tôt possible. Donc, soyez vigilants là-dessus, ne pas attendre. Je sais que les mots juge et tribunal sont parfois un petit peu encombrants, mais il faut y aller très tôt. Tout à fait. Super. Je vois qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Voilà, super. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, au revoir. À bientôt.